Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le mercredi 24 novembre. Je vous donne les titres de votre journal. Avec un mois après la mort de Georges Frêche, une nouvelle page se tourne. Le conseil municipal de Montpellier vient de désigne en ce moment le remplaçant de celui qui l'aura présidé pendant 27 ans, remplaçant à l'agglomération de Montpellier, Jean-Pierre Moore, que l'on voit à l'image, futur président peut-être de l'agglomération de Montpellier. Un accord a sans doute été trouvé avec Hélène Mandroux, le maire de Montpellier. Sémiramide, c'est l'opéra qui sera présenté au Quorum ce week-end, une œuvre de Rossini, mais dans une version, vous l'avez vu, résolument moderne. Et puis nous recevons Colline Herliman, vous êtes déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Vous nous parlerez de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis on commence avec cette information qui concerne le président du MHSC, le président Louis Nicolin. Il est convoqué par le Conseil national de l'éthique, et oui, ça existe, de la Fédération française de football, le 13 décembre prochain, suite à ses propos de ce week-end sur la première place en Ligue 1 de son club, des propos que l'horaire de ce journal m'interdit de vous rapporter. Il en a d'ailleurs remis une couche, c'était hier soir, chez nos confrères de RMC. Il y a un mois, Georges Frêche, le président de la région Languedoc-Roussillon et de l'agglomération de Montpellier, décédé dans son bureau du conseil régional. C'est ce soir qu'a été choisi son remplaçant au conseil d'agglomération lors d'un conseil municipal exceptionnel uniquement consacré à cette élection. Et son remplaçant devrait être, à l'heure qu'il est, le vote est en cours, une remplaçante, Nadia Miraoui, seule candidate. Elle est élue du Parti socialiste au sein du conseil municipal. Derrière ce vote se profile bien sûr une autre élection, celle du président de l'agglomération de Montpellier, une élection qui se déroulera le 2 décembre prochain. Le favori est Jean-Pierre Moore, le maire de Cournansec, déjà président suppléant. Il était présent sur notre plateau dès 18h30 ce soir pour nous éclairer sur cette nouvelle page de l'après-Georges Frêche. Et demain, c'est une information qui est tombée cet après-midi, à 10h, une conférence de presse commune entre Jean-Pierre Moore et Hélène Mandroux sera proposée à la presse locale. Un accord semble avoir été trouvé entre eux. On écoute un extrait de l'intervention de Jean-Pierre Moore tout à l'heure sur notre plateau. Avez-vous trouvé un accord avec Hélène Mandroux pour qu'il n'y ait qu'un candidat à la présidence de l'agglo le 2 décembre prochain ? Écoutez, nous sommes en train de discuter, les choses me semblent avancer. Nous aurons l'occasion d'ailleurs demain, à l'occasion d'une conférence de presse, de préciser un certain nombre de choses, mais c'est pas bouclé, mais disons que nous discutons et ça me semble avancer positivement. On imagine que vous n'êtes pas très loin d'avoir trouvé un accord quand même. Ça discute, mais vous savez, ce soir, il y a un conseil municipal à Montpellier qui va désigner le représentant manquant, en quelque sorte, à l'agglomération de Montpellier, venant de la commune de la ville de Montpellier. Donc on va attendre que ce conseil se soit tenu ce soir, de manière à ce qu'ensuite, effectivement, l'agglomération puisse tenir son conseil d'agglomération. Ça devrait être le 2 décembre. Bon, on est dans la phase où, dernière ligne droite, où il y a certaines discussions, il y a des points qui sont à voir, mais ça se passe dans une atmosphère de sérénité. L'accord est globalement trouvé. Je ne vous parle pas d'accord, je dis que c'est en train d'avancer. Voilà, donc prochain épisode demain matin vers 10h pour savoir ce qui a été décidé entre Hélène Mandroux et Jean-Pierre Moore. Et puis il y aura à suivre donc le 2 décembre prochain l'élection du nouveau président de l'agglomération de Montpellier. Le prix des cigarettes a été augmenté, c'était la semaine dernière, par le gouvernement, plus 6%, une décision qui a inquiété déjà les débitants de tabac, inquiétude décuplée avec la décision de Bruxelles d'annuler les restrictions aux achats dans les pays limitrophes. Olivier Michel a rencontré des vendeurs et des acheteurs. L'achat de tabac ne sera plus tabou dans la communauté européenne. Sous la pression de Bruxelles, l'Assemblée nationale a présenté mercredi dernier son projet de loi rectificative. Un projet qui entend respecter le principe de libre circulation des biens et ne plus quantifier le nombre de cigarettes par personne, jusqu'alors limité à 5 cartouches. De quoi faire réagir les buralistes gardois. Écoutez, moi je trouve que c'est tout simplement scandaleux. Nous en plus avec mon frère on reprend l'activité de nos parents, donc on débute en fait. Et quand on voit tout ce qu'on a à payer et tout ce qui revient à l'État, on se demande si on n'est pas des petits pions, quoi. Voilà, donc c'est très difficile. Hein. Et effectivement, ça va créer de la contrebande encore plus qu'avant.
Donc je ne sais pas si le gouvernement allait vraiment les pieds sur terre en acceptant même cette loi, parce que je pense qu'ils peuvent très bien dire à Bruxelles qu'ils ne sont pas forcément d'accord. On a quand même notre mot à dire, même si on fait partie de l'Union européenne. Si on veut mener une politique de santé, on ne peut pas vendre des paquets à un certain prix en France et 2 fois moins cher dans les pays limitrophes et vouloir mener une politique de santé, c'est impossible. De toute façon, les gens, ils avaient droit à 5 cartouches, mais bon, ils en prenaient autant de fois qu'ils en voulaient. Ils n'étaient pas contrôlés à la frontière. Et puis voilà quoi. Donc pour vous, ça va rien changer? Non. Côté consommateur, la nouvelle est bien perçue, mais ne devrait pas forcément entraîner un changement de comportement. Non, moi je crois que ça ne changerait pas grand-chose à ma façon d'acheter. Hein. Mais c'est logique aussi que comme tous les produits sont dans un espace libre, il n'y a pas de raison que la cigarette et l'alcool ne le soient pas. Moi je trouve ça l'idéal, quoi. Pour nous c'est une économie, puis hop, vu ce qu'on paye en ce moment à l'heure actuelle, moi je trouve ça génial, quoi. Je subis en tant que Français la surtaxe de l'État français. Non, je n'irai pas en Espagne. Non, à part si je pars en vacances, c'est sûr que je passe par là, je vais en prendre quelques-unes, mais c'est tout quoi. Ça peut m'inciter, parce que c'est beaucoup moins cher et c'est plus rentable pour moi que d'acheter en France. Après, comme je dis, faut comparer, voir l'essence, parce que c'est pas à côté quand même l'Espagne. Je vais pas aller en Espagne exprès pour acheter des cigarettes, mais si on y va, on en ramènera une grosse quantité. Une quantité qui n'est donc plus définie mais limitée à la consommation personnelle, une notion des plus subjectives qui sera laissée à l'appréciation des douaniers. Dans l'Hérault, avec une proximité encore plus grande avec l'Espagne, les commerçants sont d'autant plus circonspects. On va écouter Marie-Thérèse Dechaume, présidente de la Chambre syndicale des buralistes. Elle est au micro de Jean Brun. Elle est inquiète pour l'activité des buralistes, mais également pour leur sécurité. Ça a été un coup de massue. Pourquoi ? Parce que les gens allant, quand ils veulent, n'importe quand à la frontière, à 1 heure de route, vont remplir leur voiture sans quantité. Donc avant c'était les 5 cartouches que nous avions nous limitées. Donc il n'y aura pas de limitation de stock. Ils pourront prendre tout ce qu'ils veulent. Et comment prouver que c'est pour leur consommation personnelle, ça c'est encore autre chose. Il y aura de plus en plus de trafic, ça nous le savons. Et attention aussi au braquage. Ce matin nous avons eu un braquage sur Montpellier et je dis attention aux buralistes. Nous arrivons en fin d'année, les gendarmes et les policiers, donc la police nationale de Montpellier a bien averti. Je vous ai tous envoyé une fiche et faites-y très attention le matin, le soir. Soyez très vigilants. Rassemblement ce matin à Montpellier devant le tribunal. Les syndicats ont voulu marquer leur soutien aux 4 lycéens et à l'étudiant arrêté il y a 10 jours lors de l'avant-dernière journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des lycéens, cet étudiant arrêté par les forces de l'ordre pour avoir diffusé des tracts sur la voie publique devant leur lycée. On va écouter Jacques Artière, le délégué départemental CFDT au micro de Jean Brun. Ce qui leur est reproché, c'est quand même la distribution de tracts que les organisations syndicales ont fait de façon très récurrente depuis des mois, sans aucun incident, sans aucun problème et en toute connaissance de cause, en sachant que nous étions effectivement dans une... pas forcément une infraction de la loi, mais que le code effectivement réglemente et interdit souvent la distribution de tracts sur la voie publique. Donc on a été surpris que ces jeunes soient sujets à ces interpellations. Pourquoi eux, pourquoi pas nous ? Et la façon dont ça a été fait n'est pas cohérente, puisque un rappel à la loi fait par des fonctionnaires de police qui tiennent des propos qui sont ceux-là, si cela encore une fois est vérifié, n'est pas dans le respect de la loi, donc pour nous c'est pas acceptable. Et l'audience devrait se tenir le 15 décembre prochain. Les jeunes se verraient notifier un rappel à la loi. Et puis, je complète l'information sur l'élection au conseil municipal de Montpellier tout à l'heure de la représentante remplaçante de Georges Frêche pour le conseil d'agglomération. Il s'agit, je vous le disais, de Nadia Miraoui et elle a bien été élue. Autre chose, avec un chef ici à côté de Montpellier, il est connu pour son araignée de mer au persil, je fais attention, je lis bien ce qu'on m'a écrit, ou encore son risotto à l'étuvée de homard, pourquoi pas, bon appétit. Philippe Groux, élu meilleur ouvrier de France en 1982, vient de prendre les rênes des cuisines du Golf Hôtel de Juvignac. Après avoir travaillé aux côtés de Joël Robuchon, obtenu 2 étoiles dans son restaurant parisien, Philippe Groux a donc décidé de changer d'air et de s'installer chez
chez nous, en Languedoc-Roussillon. Et c'est autour d'un cocktail que cet ancien chef étoilé, qui aspire peut-être à le redevenir, a tenu à faire connaissance avec sa future clientèle. Jessica Péris n'a pas manqué de se glisser dans les cuisines. Ce ne sont pas des petits fours comme les autres. Ceux-là ont été cuisinés. Une texture généreuse, des saveurs qui réveillent les papilles et des mélanges sucrés-salés très bien pensés. En 2-3 bouchées, le style de Philippe Groult se dessine et ceux qui aiment le raffinement seront servis. En cuisine, la tension monte, il est à peine 19h et les fours tournent à plein régime. De leur côté, les apprentis s'activent. Pour ce soir, tout doit être parfait, car beaucoup de convives sont des habitués du golfe de Juvignac. Alors pour ce cocktail de bienvenue, rien de tel qu'un voyage culinaire. Alors les saveurs, elles se développent avec le caractère. Et que plus on a un caractère fort, plus la cuisine a de saveurs. Et puis ce soir, c'est une découverte en douceur, parce que je veux quand même leur demander de la tolérance, puisque je viens d'arriver, et aussi on se doit de former des cuisiniers dans cet établissement, donc il faudra quelques temps. En effet, depuis son arrivée, il y a 1 mois et demi, Philippe Groult a pris sous son aile 5 cuisiniers. Il n'a donc pas pris le challenge de récupérer ses étoiles, mais bien de transmettre son savoir-faire. Et pendant que les mignardises gastronomiques chauffent, le chef en profite pour confectionner l'un des plats qui sera bientôt à la carte. Une tête de veau de l'Aveyron, cuite dans un bouillon de légumes, caramélisée à la poêle façon tourne d'eau et soigneusement servie avec une salade piquante et une ravigote au vinaigre fin, un choix qui n'a pas été fait au hasard. Ce plat-là, je le fais qu'en période d'hiver. On commence à arriver dans le froid et pendant une certaine période avant le gibier, on travaille un peu les plats comme des abats, ça peut être du riz de veau. Et là, c'est en l'occurrence le veau. Le veau est un plat qui se mange en litonne. Pour ce meilleur ouvrier de France, pas de bio, mais des produits issus d'une agriculture dite raisonnée. Dans la salle de réception, les invités se régalent, font les piques-assiettes, goûtent et regoûtent à ces petites merveilles qui n'ont pas fait long feu. Pari réussi donc pour Philippe Groult, qui a su séduire le palais de ses invités. Et rappelez-vous, au moment peut-être où vous êtes à table, que le repas gastronomique à la française fait désormais partie du patrimoine mondial de l'humanité. Rien que ça fait toujours plaisir. Sport toujours, ou sport encore, ou sport on y revient. Je croyais qu'on était un petit peu au golf, mais en fait on est resté dans les cuisines. Le MHB reçoit Dijon ce soir à Bougnols, dans sa salle fétiche. Début de la rencontre à 20h30. Il s'agit de la 9e journée de Ligue 1 de handball, bien sûr. Le MHB est 2e. Dijon promu l'année dernière dans la Ligue 1 et 11e. Et puis sport encore avec en volley la Coupe d'Europe. L'Arago de Sète joue son match retour ce soir après une victoire au match aller. C'était en Bosnie à Kakanj. En jeu une place en 8e de finale de la Coupe de la Confédération. Sémiramide sur la scène de l'opéra Berlioz, mais avec des cagoules et des kalachnikovs pour des terroristes, des costumes 3 pièces pour les notables, une mise en scène de l'histoire résolument guerrière et contemporaine. Cette version de l'opéra de Rossini a été créée par l'opéra de Berlin, mais sur la scène on retrouve aussi des artistes familiers de Montpellier. Sémiramide sera joué dès vendredi soir et tout le week-end au Corum. Nous avons assisté aux répétitions, mais c'est surtout Marlène Mec et Sébastien Moujol qui ont assisté. Dernier réglage technique et ultimes accords à l'Opéra Berlioz. En coulisses comme sur scène, on prépare activement la grande première de vendredi soir. Pour les rôles-titres du Sémiramide de Rossini, c'est l'heure du maquillage, un moment de concentration indispensable avant de monter sur scène. Je pense à rien du tout, c'est très important, ça permet d'avoir l'esprit libre pour être totalement prêt à monter sur scène. Je gardais toujours les choses un peu difficiles ou les choses qui la correction de l'autre fois. Mais plus de 15 minutes, je ne fais pas pourquoi je fais fatiguer les voix, c'est chanter trop. Un opéra créé à Berlin, mais joué ici avec la participation d'artistes locaux, comme le Chœur des Hommes de Montpellier, qui interprète pour la première fois ce livret.
Sur scène, la cour de la reine fondatrice de Babylone a des allures de dîner de l'ambassadeur quand des terroristes armés de Kalachnikov font irruption. Un parti pris très contemporain qui doit rendre plus accessible cette tragédie tirée de la mythologie grecque. Si on montre par exemple pour des hommes des Anzüge, des costumes, on a l'impression que c'est un ton neutre. Alors on joue avec l'histoire et par exemple les traditions religieuses et un temps contemporain. Et de la reine guerrière de Babylone aux femmes d'aujourd'hui, permettez-nous cette transition rapide avec Colline Herlimann. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je répète que vous êtes déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Et demain, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une journée internationale. C'était aussi cette lutte contre les violences faites aux femmes une grande cause nationale 2010. Et cette statistique qui est tombée cette semaine, une statistique terrible, 75 femmes sont violées chaque année en France. 75 000 femmes. J'ai dit 75, oui. Eh bien écoutez, excusez-moi, 75 000. 75, ce serait déjà trop. 75 000, c'est terrifiant. Oui, c'est terrifiant et non seulement 75 000 femmes sont violées en France chaque année, mais aussi en 2009, on a eu 305 000 femmes qui ont été victimes de violences au sein du couple, selon effectivement les statistiques de l'Office national de la délinquance. Donc on a des chiffres importants sur tout ce qui concerne les violences à l'égard des femmes. Et c'est pour ça que le 25 novembre est l'occasion de faire le bilan et d'en parler, même si on agit toute l'année pour essayer de prévenir et d'éliminer ces violences. Est-ce que ces chiffres sont en évolution, en croissance, en décroissance? Est-ce qu'il y a des informations qui se révèlent justement parce qu'on en parle? Je crois qu'il y a beaucoup d'informations qui se révèlent parce qu'on en parle. C'est difficile d'analyser les chiffres pour dire ça augmente ou ça augmente pas. On a eu une période où on a eu l'impression que les chiffres augmentaient, mais parce qu'on a mené des campagnes d'information, qu'on a essayé de lever le tabou de la violence à l'égard des femmes. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire par exemple sur le département de l'Hérault, les chiffres sont à peu près stables entre les 2-3 dernières années. Maintenant, est-ce que c'est parce que les personnes vont davantage porter plainte, mais voilà, on a une difficulté à pouvoir faire une interprétation. Je pense qu'effectivement, on a une meilleure connaissance maintenant de ces phénomènes et on a plus de personnes qui osent en parler parce qu'on a enlevé ce tabou, même s'il reste encore présent. Alors demain seront présentées de nouvelles initiatives pour lutter contre cette violence faite aux femmes. Vous nous en présentez au moins une ? Oui, alors demain, là, nous faisons une manifestation à la préfecture de région pour présenter déjà une initiative locale avec la création d'un nouvel outil de formation pour vraiment sensibiliser l'ensemble des acteurs, même si on le fait déjà régulièrement. Là, on a un outil très structuré qui permet de mieux faire comprendre les problématiques à la fois d'accompagnement des femmes victimes de violences, mais aussi d'accompagnement des auteurs de violences dans le cadre de soins et aussi la prise en charge des enfants qui sont exposés à ces victimes, à ces violences. Pardon. Oui. D'ailleurs, la campagne de notre ministère, que peut-être vous avez pu voir sur certaines chaînes de télé, c'est vraiment d'insister sur le fait que les violences peuvent se transmettre aussi, l'éducation aux violences peut se transmettre et que les enfants sont les premières victimes, ou en tout cas sont des victimes et sont exposés à pouvoir se retrouver aussi dans ces situations. Il faut faire très attention. Et la communication aussi veut toucher l'ensemble de la population parce qu'on peut être aussi témoin
de comportements violents aux femmes, faits aux femmes, et on peut réagir. Il y a la possibilité, il y a notamment le 3919, ce numéro de téléphone. Absolument. Alors ce numéro de 3919, il faut vraiment que tout le monde le retienne, parce que c'est vraiment pour les violences à l'égard des femmes le numéro où il faut appeler. Jusqu'à présent, il était uniquement sur les violences conjugales. La nouveauté cette année, c'est qu'il a été élargi à toutes les formes de violences à l'égard des femmes. Vous avez cité les viols, les mariages forcés, toutes les formes de violences à l'égard des femmes. On peut appeler le 3919 et on peut effectivement être orienté sur les partenaires vers lesquels il faut aller pour essayer de résoudre certaines situations. Merci beaucoup d'être venu parler de cette grande cause sur notre plateau. J'ajoute une dernière information, elle est plus souriante. Il s'agit du développement de cette LTV et de sa petite sœur, ni moins, Télémiroir. Nous avons reçu l'autorisation du CSA pour désormais diffuser Télémiroir et donc également beaucoup de programmes de cette LTV sur les territoires d'Alès et des Cévennes. C'est quelque chose qui pourrait se mettre en place au début de l'année 2011. Voilà, les petites chaînes que vous aimez bien vont continuer à se développer. Merci à tous de nous être fidèles. Très très bonne soirée, bon appétit, bonne communion autour du repas gastronomique Patrimoine mondial de l'humanité. À très très bientôt.